Alors, l'intervenant suivant, je dois dire quand même qu'on se connaît depuis une dizaine d'années. On a pour habitude de visiter des tonnes de magasins ensemble sur New York, etc. Euh, mais au-delà d'être pro du retail, ce que j'ai appris après, c'est que c'était un gamer fou. Et l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce sujet avec une démarche un peu vieux con, hein, ça veut dire quoi dans le retail? C'est n'importe quoi, etc. Le premier qui m'a expliqué que non, en fait, il y avait vraiment des ressorts et que ces ressorts étaient non seulement pertinents, mais allaient s'ancrer dans le réel de plus en plus, c'est Nicolas. Donc je suis très heureux qu'on l'accueille aujourd'hui parce qu'il va nous apporter son expertise et en ouverture, on voulait quand même avoir un décodage. Nicolas, welcome. Ouais, voilà. Eh ben merci. Donc bon, après une telle introduction, j'ai un peu de pression, mais on va essayer de faire au mieux. Donc déjà, on va essayer de gagner 5 minutes pour essayer de rattraper le temps. Et aussi concrètement, déjà, bon, dans le Web 3, il n'y a pas d'experts, il n'y a que des gens qui essaient de trouver des solutions pas trop bêtes. Donc s'il y a des gens qui se présentent en tant qu'experts, fuyez, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. On essaie juste de réfléchir à ce que pourrait être le monde de demain via l'Internet de demain. Donc très concrètement, vous voyez, j'ai même le t-shirt. Donc New Gameplay, on est dans les nouvelles règles du jeu via cette montée en puissance des écosystèmes autour des technologies NFT, métaverse, crypto et autres. On a donc l'échangeur centre de veille et de prospective, ça c'est l'instant promo, sur le retail et on fait partie du groupe BNP Paribas. Concrètement, pourquoi c'est en train de changer? Donc, Mike a mentionné le gaming, c'est un élément clé, c'est aussi pour ça qu'on voit dans les chiffres les jeunes qui ressortent sur ces éléments autour du métaverse. Eh bien, en fait, plus de 80% des Gen Z, donc moins de 25 ans, jouent à des jeux vidéo. Donc eux, en fait, ils sont déjà dans ces écosystèmes virtuels, et le mot métaverse, pour eux, c'est un mot pour les vieux. Hein, ils ne prêtent pas de valeur, ils sont vraiment dans ce côté gaming, et ils vont jouer à des jeux vidéo pour interagir avec leurs amis. Donc il y a une dimension sociale qui est aussi tout l'intérêt de ces écosystèmes virtuels à terme, au-delà simplement de faire de la vente, c'est aussi de faire de la relation et une dimension sociale. Et on l'a déjà mentionné tout à l'heure, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour des objets virtuels. Juste le marché des skins, pour ceux qui ont des ados qui jouent à des jeux vidéo, le marché du jeu vidéo, c'est 180 milliards de dollars. Juste le marché des skins, c'est 40 milliards de dollars. Donc il y a déjà une génération qui dépense de l'argent pour des objets virtuels qui n'ont aucun lien avec le monde physique. Donc eux, ils sont méta-ready en fait, ils sont metaverse-ready, ils sont déjà dans cette économie du virtuel. On a une convergence aussi technologique qui fait qu'aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. Hein. Métaverse, monde virtuel, souvenez-vous, deuxième monde de Canal+, Second Life par la suite, Minecraft depuis 2011. Là, ça revient sur le devant de la scène parce qu'on a une convergence technologique qui est en train de monter, notamment à travers l'écosystème de la blockchain, qui apporte de nouvelles opportunités. Alors, une évolution de l'Internet. Web 1, on était très passif. Hein, vous vous souvenez, modem 56K, les pages qui descendaient comme ça, on attendait la ligne d'après pour lire. Web 2, on interagit, on nous pousse à interagir, à créer du contenu. On récupère nos données, on les monétise. Et Web 3, l'objectif, c'est que ce soit un web décentralisé, porté par une technologie blockchain, où chaque utilisateur puisse être maître de ses données, des éléments d'interaction, et que tout soit quelque part transparent pour les utilisateurs. Donc ça, c'est le fantasme. La réalité aujourd'hui, on est très loin, puisque en fait chaque blockchain fonctionne un peu en silo, donc en mode quelque part centralisé, puisqu'effectivement aujourd'hui il y a plusieurs mondes virtuels, plusieurs blockchains, plusieurs crypto-monnaies, plusieurs types de NFT associés à chacune des blockchains. Donc il n'y a pas vraiment un monde unique. On est sur une addition de plusieurs écosystèmes et plateformes. On a effectivement des attentes sur ces mondes virtuels, sur ce métaverse. Globalement, c'est d'aller faire des rencontres, hein, interagir humainement. Donc ça, je pense que c'est l'effet confinement aussi. Des gens pour aller faire du shopping, pour aller acheter des produits de marque, d'enseigne, potentiellement travailler. Et tout comme ce qui a été montré par OpinionWay, donc ça, c'est des chiffres Amérique du Nord et Europe. 75% savent ce qu'est le métaverse, mais seulement 15% peuvent vraiment expliquer concrètement ce que c'est. Donc vous voyez, France, Europe, États-Unis, on est à peu près sur les mêmes tendances au global. On va pouvoir y faire plein de choses. Donc ça, en termes de marché, on va évidemment être sur le divertissement. On parle de consommation de retail ici aujourd'hui. Tout ce qui est évidemment déplacement. Tout ce qui est aussi formation. Il y a un vrai sujet sur la formation par ce biais-là. Et évidemment,
le travail. C'est pour ça aussi que Meta, donc anciennement Facebook, ou Microsoft se positionnent sur ces sujets-là. C'est évidemment pour le côté remote working et créer une nouvelle type d'expérience pour les collaborateurs. Concrètement, aujourd'hui, quand on parle de métaverse, il y a une association de plusieurs types de mondes. Il y a des mondes qui sont associés au monde du jeu vidéo, comme Fortnite, Roblox, par exemple, qui sont dissociés de toute blockchain et de transactions en crypto. Il y a des mondes, comme je vous le mentionnais, plutôt dédiés autour du dimension sociale et aussi travail comme Meta avec Facebook. Et puis on a une nouvelle génération de mondes virtuels qui émergent, qui sont eux adossés à des blockchains, avec des transactions qui se font en crypto-monnaie, qui sont par exemple The Sandbox, Decentraland pour les plus connus. Une qui est en train de monter en puissance, qui est The Other Side, qui provient des fameux petits singes, les Bored Ape Yacht Club, vous savez, les NFT qui s'échangent pour 200 000 $. C'est le prix minimum, hein. Ça monte à plus d'1 million pour certains, même si ces derniers temps ça s'est cassé la figure, qui ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros récemment et qui ont pour objectif de créer un monde virtuel, un métaverse, dont tous les possesseurs de ces NFT et d'autres collections de NFT pourront accéder. Donc, du coup, eux aussi vont rentrer dans la danse et on voit quelque part que des gens qui ont créé un NFT avec une communauté forte, une hyper-valorisation, deviennent une marque à part entière. Et peut-être que demain, on peut imaginer que ce soit même une marque de mode avec des magasins et ainsi de suite. On a des marques qui sont évidemment en train de se positionner sur ces sujets-là. On va en voir tout à l'heure avec nos amis de Casino et Carrefour, par exemple. Et il y en a pléthore. Aujourd'hui, c'est essentiellement préempté quand même par le domaine du luxe, pour des activations plutôt de communication et marketing et de gaming, de divertissement par ce biais-là. On a effectivement aussi quelques expériences diverses et variées de banques. Alors, ce n'est pas forcément les meilleures d'ailleurs. Et on est toujours dans une logique, quelque part, au global. Il faut bien avoir ça en tête. Quand on parle de métaverse aujourd'hui, on est très associé et intimement lié à l'univers du jeu et du divertissement. Hein, essentiellement, on va être sur ces écosystèmes-là et sur ces leviers-là. On a donc je vous dis, donc des marques de luxe qui étaient déjà présentes dans l'écosystème du jeu vidéo comme Fortnite, qui vont du coup se positionner aussi sur The Sandbox et qui vont aussi monétiser leur propre collection de NFT. On a Nike par exemple qui a racheté un studio, Artefact, pour créer des baskets, qui a aussi des avatars et ainsi de suite. Donc on a une économie du Web3 qui est en train de se monter petit à petit. On est vraiment sur des phases d'expérimentation, de test, pour pouvoir avancer petit à petit, parce que tout est en train de se construire. On parle de Web3, faites le parallèle, on est au e-commerce de 1996, aujourd'hui. On peut faire le parallèle, donc on est vraiment au tout début, il n'y a pas de règle prédéfinie, c'est un peu le Far West, et donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais on nous vend beaucoup de fantasmes, la réalité c'est qu'on est à l'Internet de 96. Globalement, comme je vous le disais, on va dans le métaverse ou sur différentes plateformes comme The Sandbox pour se divertir, d'accord, pour aller jouer, pour interagir avec ses amis, potentiellement pour gagner quelques crypto-monnaies via différents jeux, des quêtes qu'on peut avoir notamment dans The Sandbox. Et derrière, on a des marques qui créent ce même type d'activation, comme ici Mattel sur Roblox, donc une plateforme de jeux vidéo, ou ici Lacoste sur Minecraft. Donc là, on est dissocié de la crypto, on est vraiment sur des plateformes de jeux, mais qui sont associées à l'écosystème et au monde du métaverse. On va avoir, et c'est là où il faut voir ça comme ça, le métaverse va être une nouvelle plateforme sociale, va être une nouvelle couche de relations sociales, tout comme on avait au début Facebook, après sont venus Twitter, Insta, Snap, ainsi de suite. Et bien demain, on aura un métaverse dédié aux réseaux sociaux dans lequel on va pouvoir échanger. D'accord ? Il faut vraiment voir ça, aujourd'hui, le métaverse, comme une plateforme sociale, comme Facebook en 2008, dans ces dimensions-là. Dans lequel on va pouvoir interagir, réagir, activer, faire du relationnel, assister potentiellement à des concerts. Le concert de Travis Scott dans Fortnite, c'est 12 millions de personnes qui ont assisté à un concert via leur avatar pour regarder un avatar chanter. Ça a généré 3 millions de dollars de produits dérivés en t-shirt pour dire j'étais au concert virtuel. Mais un t-shirt réel, évidemment. Ou IRL, si vous voulez voir les codes classiques du monde, du métaverse.
On a également David Guetta qui mixe sur Roblox. Enfin voilà, on a pléthore d'activations par ce biais-là. On a des ligues également professionnelles de sport qui se positionnent, la plus connue étant la NBA, qui est déjà depuis très longtemps active tous ces nouveaux sujets technologiques pour activer sa fanbase autour de l'amour du basket. On va avoir évidemment la capacité de faire du travail à distance, au-delà simplement de Teams, qui est un peu monotone. On va déjà avoir des agences de recrutement par ce biais-là, sur des plateformes comme The Sandbox, ici avec Mr. Temp. On va pas rentrer en détail, mais Carrefour qui a fait une activation par ce biais-là. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, quand on fait du recrutement dans les mondes virtuels, on peut accéder à de nouveaux types de données. Tout comme dans le jeu vidéo, en fait. Il y a beaucoup de sociétés de recrutement qui passent par des logiques de jeux vidéo, pour notamment le plus connu League of Legends, parce qu'en permet, ça permet de récupérer d'autres types de données sociales, d'interaction, de temps d'attention, de stratégie qu'un entretien classique ne peut pas permettre. Donc pour ça, le recrutement dans ces mondes virtuels, dès lors qu'on va associer une nouvelle typologie de données, va permettre d'affiner le recrutement dans ces mondes-là. On a des lancements de produits qui se font de plus en plus dans ces écosystèmes virtuels. Samsung a lancé son dernier Samsung Galaxy dans son magasin virtuel, qui est une copie du magasin du Meatpacking qu'on connaît bien avec Mike, de 837. On a Coca qui a lancé une nouvelle boisson directement dans le métaverse qu'on pouvait ensuite acheter dans un magasin réel. Donc on a des activations de communication, des lancements qui sont faits par ce biais-là pour des actions purement marketing. Et puis on va peut-être faire l'amour dans le métaverse aussi, c'est une réalité, hein. On est tous des êtres humains. Alors en 2070, il est prévu, un peu comme dans Demolition Man, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, hein, c'est pas le meilleur de l'histoire, mais globalement il n'y avait pas d'interaction physique. Et bien là, Vision Graph, qui est un cabinet japonais, explique qu'en 2070, on fera l'amour via des sextoys, des casques de VR et sans échange physique. Alors moi, ça ne me fait pas fantasmer. D'ici là, je pense que je serai mort, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, ça ne fonctionnera plus. Mais voilà, donc à voir, à réfléchir là-dessus. Mais il y a un business aussi. Et puis on a même différents éléments, on va avoir différentes activations, on peut faire des activations comme ici d'une banque pour lever des fonds, aussi pour les associations, pour recruter, pour faire la promotion de ses partenaires et ainsi de suite. Donc là notamment il se base sur The Sandbox. On va, hop là ça c'est fait, on va pouvoir commander de la nourriture, mais de la vraie nourriture. Dans Decentraland, je peux aller dans le magasin Domino's Pizza pour acheter une pizza et me faire livrer chez moi. D'accord? J'imagine que beaucoup de retailers du domaine de l'alimentaire, on pourrait créer des mini-boutiques comme des sites e-commerce dans lesquels je vais pouvoir me balader dans le magasin virtuel, mettre ça dans mon caddie et derrière me faire livrer chez moi dans la foulée. Là, il y a un vrai intérêt, au-delà simplement des activations et des notions de gaming. Et voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a eu ça. Il y a des fast-food aussi qui font la même chose. Donc il y a vraiment un business qui est en train de se monter sur ces expériences, tout comme le e-commerce. Ce qu'on déporte, on a un nouveau canal de vente et de communication. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le business des skins, donc des assets, des vêtements, des objets pour les jeux vidéo, qui a ouvert la voie à quoi? Eh bien, au commerce direct to avatar. On n'est plus sur le direct to consumer, on est sur le direct to avatar commerce, où effectivement, mon avatar dans ces mondes virtuels va être une extension de moi-même, socialement. Donc forcément, il va falloir qu'il ait la classe, surtout si j'ai un date, pour faire du métasexe. Il faut vraiment que je l'habille un peu sexy, avec par contre du Balenciaga, ainsi de suite. Peut-être que j'aurai mon appartement virtuel avec des meubles virtuels Ikea. Il y a déjà des NFT, des collections de NFT, pour détenir des maisons virtuelles. Hein, donc on peut imaginer que des Ikea, des Leroy Merlin, ça va pouvoir aussi les intéresser pour connaître les nouvelles tendances, pour aménager les maisons. Et cet avatar-là va être une représentation de moi-même. Et comme sur les réseaux sociaux, je ne parle pas de la même manière sur LinkedIn que sur Snapchat ou sur Insta, eh bien, en fonction de mes activités dans les mondes virtuels et en fonction des mondes virtuels, eh bien, j'aurai des avatars qui seront complètement différents. Et je vais devenir un avatar manager à terme, en fonction de mes usages. Donc là, il y a un vrai business qui est en train de se mettre en place. Il y a déjà des premières initiatives. Une société comme Ariani l'explique très bien. Leur vision, c'est qu'on va avoir le store to metaverse et metaverse to store, où quand je vais aller en magasin physique,
bah, je pourrais acheter un t-shirt sympa, et puis j'aurai le double numérique pour mon avatar dans The Sandbox. Ou j'irai dans la boutique dans The Sandbox pour acheter un t-shirt pour mon avatar, puis moi je vais recevoir le même dans la vie réelle. Donc il y a vraiment une convergence de ces plateformes-là, un petit peu comme le online et le offline, le O2O. Et bien la même chose va avoir lieu avec le métaverse. D'accord? Et ça, c'est très important de prendre ça en compte parce que ça devient un marqueur social. Et pourquoi ça devient un marqueur social? Parce qu'en fait, on le voit aujourd'hui avec les NFT, ceux qui ont plus de valeur, bah, toutes les stars les mettent en photo de profil sur Twitter, sur tous leurs comptes, pour dire, voilà, moi je fais partie de la communauté, j'ai suffisamment d'argent pour acheter ça, et ainsi de suite. On a effectivement Decathlon, par exemple, qui a lancé une collection de chaussures de foot freestyle avec le champion du monde, Céane Garnier. Et à chaque chaussure, donc il y a eu 2008 paires de chaussures, parce que Céane Garnier a gagné le titre de champion du monde en 2008. Et chaque chaussure est associée à un NFT. Donc moi, j'ai acheté évidemment cette paire de chaussures, vous imaginez bien. J'ai récupéré le NFT qui me donne accès à une relation client étendue avec des nouveaux services. Parce qu'en fait, avec ce NFT, j'accède à des vidéos, à des contenus. Je peux rencontrer le champion du monde. Je peux interagir avec lui dans un monde virtuel et ainsi de suite. Et donc, on voit qu'aussi, ça devient un outil d'infrastructure de la relation client de demain. Et pourquoi ça devient un outil d'infrastructure de la relation client? Et c'est pour ça que c'est intéressant les NFT. Il ne faut pas les limiter à cet aspect hyper spéculatif, hyper bling-bling d'images de collection. Pour moi, c'est vraiment l'outil de la relation de client de demain en ligne. Qu'on soit sur un site web classique ou sur un métaverse, peu importe. Alors voilà, par exemple, ici, je m'étais fait scanner à South by Southwest en 3D et toutes mes données ont été insérées dans un jeton, donc enregistré dans la blockchain Tezos. Donc ce jeton et donc mes données personnelles sont devenues un NFT. Et on peut imaginer que demain, quand je vais me connecter sur le site de Casino, sur le site de Carrefour, sur le site de Nike, eh bien ces données soient partagées avec le retailer. Pour évidemment, alors en l'occurrence là c'était les données corporelles. Quand je vais m'acheter un sweat, un polo, ainsi de suite, bah, Nike me dira il te faut telle taille, ce qui évitera le nombre monstrueux de retours produits parce qu'il y a un souci de taille et ainsi de suite. Et derrière, je ferai le paiement automatiquement et tout ça en un seul clic via mon wallet, de mon crypto wallet. Alors ici, Tezos, notamment le plus connu, c'est Kukai. Sur Ethereum, c'est MetaMask, et ainsi de suite. Donc là, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de comprendre tous ces éléments-là. C'est qu'à chaque blockchain, globalement, il y a un wallet dans lequel je vais pouvoir enregistrer mes assets numériques, digitaux, de cette blockchain, que ce soit de la monnaie ou des NFT. Et donc demain, pour moi, l'identité, la relation client, elle se fera par un NFT qui enregistrera toutes mes données, peut-être mes données personnelles. On peut imaginer même que mon identité au niveau des services de l'État soit dans un NFT, un petit peu comme ce qui est fait en Estonie. Et on arrêtera de me demander 15 fois les mêmes justificatifs. J'aurai juste à me connecter une fois et tout sera partagé entre les différents services de l'État ou des villes et ainsi de suite. Donc vraiment, il faut voir les NFT comme l'outil de la relation client de demain, avec tout l'aspect expérientiel étendu que je peux avoir dès lors que je vais détenir ce jeton numérique, ce token enregistré dans une blockchain. Et le pays aujourd'hui qui dirige quelque part, entre guillemets, le monde, ou qui est le plus avancé, c'est la Corée du Sud. Dans le retail, on parle beaucoup États-Unis, Chine, mais aujourd'hui, dans le métaverse, il faut vraiment parler États-Unis et Corée du Sud, avec notamment des plans poussés par l'État pour devenir le leader mondial des écosystèmes virtuels et de l'écosystème crypto. De la même manière, globalement en Europe, on essaie de réguler pour contrôler. Aux États-Unis, sur ces écosystèmes crypto, métaverse, ils régulent avec l'objectif de devenir le leader mondial. Donc c'est la même passion, mais on n'a pas le même maillot. Et donc c'est très important de suivre notamment ce qui va se faire en Corée. Ils sont déjà très avancés, comme je vous l'expliquais, avec des mondes virtuels dans lesquels il y a énormément de transactions, où les gens, notamment les jeunes générations, dépensent énormément d'argent pour habiller leur avatar pour les jeux vidéo. Et ça vous paraît dingue, fou, mais dites-vous qu'il y a 2 ans, si on vous avait parlé d'une pandémie et d'une guerre en Europe, vous m'aurez traité de fou. Eh bien, c'est un peu la même chose dans l'innovation. Il faut toujours se dire que l'impossible, c'est ce qui est le plus probable. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai tenu. Merci, Nicolas.